Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Virginie Erlaché, qui est donc à l'École des Ponts, au CERMIX, mais associée aussi à l'INRIA dans le cadre du projet Materials. Voilà, et donc Virginie va nous parler de Converging Entropy Diminishing Finite Volume Scheme for the Stefan Maxwell Model. Vas-y à toi. Merci à vous pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là, j'ai envie de vous dire, mais sans être là, d'être là virtuellement pour vous présenter ce travail. Donc un grand merci à vous. Alors, je vais vous présenter un travail qui a été fait en collaboration avec Clément Cancès et Laurent Monas, donc sur un schéma de volume fini pour le modèle de Stefan Maxwell. Donc je vais vous expliquer tout d'abord qu'est-ce que c'est que le modèle de Stefan Maxwell. Et je vais vous expliquer pourquoi sur ce type de modèle, il y a certaines propriétés mathématiques du modèle continu qu'il est important de respecter au niveau discret. Et en fait, c'était tout l'objectif de la méthode qu'on proposait, c'était de garantir pour ce modèle un schéma de volume fini qui préserve ces fameuses propriétés que je vais détailler dans la suite et qui bien sûr soit convergent. Donc mon exposé va être structuré comme suit. Je vais d'abord vous donner une introduction générale à ce qu'on appelle les systèmes de diffusion croisée. Alors je sais qu'au laboratoire, il y a plusieurs d'entre vous qui travaillent sur ce type de système et qui connaissent bien, mais je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces systèmes, donc je vais juste vous donner une introduction générale sur ce type de système. Et il se trouve que le système de Stefan Maxwell dont je viens de vous parler, c'est un exemple particulier de système de diffusion croisée et qui est utilisé dans des applications en particulier pour étudier les mélanges des mélanges de gaz. Donc, je vais vous expliquer ça dans un deuxième temps. Dans cette deuxième partie, je vous expliquerai également les propriétés mathématiques de ce modèle au niveau continu, dont j'ai parlé juste précédemment. Enfin, en troisième partie, je présenterai le schéma au volume fini que nous avons proposé donc avec Clément et Laurent. Et enfin, je terminerai l'exposé par quelques résultats numériques illustrant le comportement numérique de cette méthode. Donc, commençons tout d'abord par une introduction générale assez brève à ces fameux systèmes de diffusion croisée. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ces systèmes de diffusion croisée, ils sont utilisés principalement pour modéliser des systèmes qui sont composés de plusieurs espèces. Alors, les espèces peuvent être de différentes natures. Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, ces types de systèmes peuvent intervenir dans différents contextes applicatifs. Un premier contexte où ils apparaissent assez naturellement, c'est pour des problèmes où on étudie des dynamiques de population. Donc ça peut être différents types de populations, ça peut être des populations d'animaux, type des prédateurs, des proies qui interagissent entre elles. Bon, c'est un peu c'est à la mode en ce moment malheureusement. Ça peut intervenir aussi en épidémiologie si vous voulez si vous voulez étudier la dynamique de population composée d'agents infectieux, d'agents infectés ou d'agents sains porteurs donc d'une certaine maladie. Ces systèmes composés de plusieurs espèces où interviennent des systèmes de diffusion croisée peuvent également se rencontrer en sciences des matériaux et peuvent être vus comme des modèles grossiers qui permettent de modéliser la diffusion de différents types d'atomes au sein d'un matériau. Donc par exemple, je vous ai mis là en bas à droite une petite figure qui illustre un peu ce qui se passe au niveau atomique et cette fameuse diffusion atomique. Donc imaginez que vous avez un matériau composé ici de 3 types d'atomes. Les 3 types d'atomes étant représentés par les 3 différentes couleurs ici, rouge, bleu ciel ou bleu foncé. Et vous laissez, par exemple, vous pouvez chauffer le système. Et dans ce cas-là, dû au fait que la température augmente, les atomes vont avoir tendance à vouloir diffuser au sein du matériau. Ce qui fait que vous allez avoir des atomes, ici par exemple de l'espèce bleu foncé, qui vont se déplacer doucement dans la zone qui était initialement occupée uniquement par des atomes de type bleu ciel, etc. Et donc ces systèmes de diffusion croisée peuvent être utilisés pour modéliser à un niveau très macroscopique ce type de diffusion. Donc ça c'est plutôt une représentation de ce qui peut se passer dans un solide.
Et ils peuvent être également utilisés pour modéliser ce qui se passe dans des mélanges de gaz avec des gaz de différentes natures chimiques. Donc c'est le modèle de Stéphane Maxwell est typiquement utilisé pour modéliser les phénomènes de diffusion dans ces mélanges de gaz, et je vais y revenir plus en détail dans la suite. Enfin, un troisième contexte applicatif dans lequel ces systèmes de diffusion croisés peuvent intervenir, et certains au labo connaissent très bien ça, c'est pour modéliser la croissance de tumeurs. Et dans ce cas-là, les différents types d'agents, les différentes espèces qui rentrent en compte, ce sont les différents types de cellules, cancéreuses ou saines. Et dans beaucoup de tumeurs, il y a bien sûr beaucoup plus de types de cellules que juste celles que je viens d'évoquer. Donc là, juste pour vous expliquer, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Est-ce que vous la voyez? Là, Oui, 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 ouais. oui, on l'a. Donc voilà, donc là c'est juste en bas à gauche, c'est une petite image pour vous représenter une croissance de tumeur. Je reviens juste sur mon exemple en sciences des matériaux ici, et donc pour montrer pour illustrer aussi les phénomènes de diffusion atomique dont je vous parlais précédemment. Ici, c'est un schéma un peu un schéma illustratif de ce qui se passe typiquement dans une batterie lithium-ion, où là, typiquement, vous voyez que les atomes de lithium ont tendance à diffuser à l'intérieur de la batterie, qui est typiquement composée d'un côté de deux matrices qui sont de différents types. À droite, vous avez plutôt ici du graphène, et à gauche, vous avez plutôt un autre type de matériau avec une structure cristalline plus 3D. Voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer que ces systèmes de diffusion croisés, ils interviennent naturellement pour modéliser des systèmes où il y a des phénomènes de diffusion et où il y a plusieurs espèces chimiques, biologiques qui interagissent entre elles. Alors ces systèmes de diffusion croisés, comme je vous le disais, ce sont plutôt des modèles qui représentent ce qui se passe dans le système avec un point de vue plutôt macroscopique. Dans le cas de mon exposé, je vais plutôt me concentrer sur ce qui se passe pour les problèmes qui viennent plutôt des sciences des matériaux, parce que c'est le type de problème avec lesquels je suis le plus familier personnellement. Et en particulier, ce que je vais vous raconter ici, donc c'est particulièrement valide lorsqu'on veut étudier ces phénomènes de diffusion atomique, donc soit à l'intérieur de solides ou de gaz. Donc pour modéliser ces fameux phénomènes de diffusion en sciences des matériaux, pas que, mais en particulier en sciences des matériaux, il peut y avoir plusieurs types de modèles qui peuvent être utilisés. Et là, je liste un peu de l'échelle la plus fine à une échelle plus macro. Idéalement, si vous voulez avoir une idée, par exemple, sur ces problèmes de diffusion atomique que je mentionnais précédemment, l'idéal, ce serait d'être capable de simuler le mouvement de chacun des atomes à l'intérieur du matériau. Par exemple, en utilisant les lois Newton et des lois d'interaction entre les différents atomes, les différents types d'atomes qui composent le matériau qui vous intéresse. Bien sûr, en pratique, ce type de modèle est très cher à simuler, parce que simuler la diffusion de chacun des atomes au sein du système, on ne peut le faire que sur des tailles de matériaux typiques qui sont très petites et sur des échelles de champ très courtes. Donc, c'est pour ça que en sciences des matériaux, ces modèles-là ne sont utilisés que pour des applications très pointues. Si on veut essayer de simuler ce qui se passe à des échelles plus grandes en termes d'échelle de temps et échelle d'espace, il y a, je dirais, plusieurs types de modèles un peu mésoscopiques qui peuvent être de différentes natures. Au premier type de modèle, parmi ces modèles mésoscopiques, ça vont être typiquement donnés par des chaînes de Markov, où, par exemple, le cas typique, on discrétise l'espace avec une grille fixée, et on suppose que les différents atomes, les différentes espèces chimiques, vont bouger en chacun des points de la grille, ou en chacune des cellules définies par la grille, suivant des lois de probabilité qui vont être définies a priori, et qui peuvent être devinés à partir des modèles particuliers que je mentionnais précédemment. Un autre type de modèle qui peut être utilisé au niveau mésoscopique, ça va être des équations différentielles stochastiques, où on va essayer de représenter la dynamique de certains ensembles d'atomes
en utilisant des lois de Newton coarse-grainées et en ajoutant en plus un bruit stochastique, typiquement un mouvement brownien, ce qui vous donne typiquement des dynamiques du type dynamique de Langevin pour ceux qui sont familiers avec ce type d'équation. Et enfin, un dernier type de modèle mésoscopique utilisé pour modéliser ces phénomènes de diffusion, ce sont des équations cinétiques, où dans ce cas-là, on prend un point de vue un petit peu plus, encore un peu plus macro, et où l'inconnu dont on cherche, que l'on cherche à calculer, c'est une distribution de probabilité qui permet de déterminer, en un point de l'espace et avec une certaine vitesse, quelle est la probabilité de trouver des atomes qui se trouvent en ce point de l'espace et avec une telle vitesse. Donc ça, ces trois catégories-là, ce sont des modèles mésoscopiques. Et encore, à l'échelle macroscopique du dessus, il y a ces fameuses équations, systèmes d'équations de diffusion croisée, qui, elles, vont juste avoir pour objectif de modéliser l'évolution de concentration des différentes espèces chimiques au sein du matériau, ou alors des fractions volumiques de certaines espèces de matériaux. Et donc vous voyez, pour passer de ces modèles particuliers où on cherche à simuler exactement le mouvement de chaque atome au sein du matériau, jusqu'à ces équations de diffusion, bien sûr, on est obligé de faire des approximations au fur et à mesure que l'on monte en échelle de temps et en échelle d'espace. Donc ces équations, donc ces systèmes de diffusion croisée, il faut les voir comme des modèles macroscopiques dont le but est de représenter donc, ces phénomènes de diffusion, en particulier dans le cas où il y a plusieurs espèces chimiques qui sont en présence, à un niveau macroscopique. Alors, je vais vous expliquer, juste vous expliquer pourquoi on parle de diffusion croisée et pourquoi d'un point de vue modélisation, c'est intéressant de considérer de tels systèmes de diffusion croisée. Donc c'est ce que je vais vous dire par opposition à des systèmes de diffusion classiques. Donc c'est ce que je vais vous expliquer ici. Dans la suite de mon exposé, je vais supposer que nous allons nous intéresser à un système composé de n espèces différentes. Donc, en sciences des matériaux, ça va être typiquement n espèces chimiques différentes, qui occupent un domaine spatial que je note grand oméga, d'accord, et qui va être un sous-domaine de R puissance D, où D va être typiquement 1, 2 ou 3. D'accord. Pour tout petit i compris entre 1 et petit n, UI à un instant t et un point x du domaine va représenter la fraction volumique de l'espèce petit i au point x dans le domaine oméga et au temps t strictement positif. Un problème de diffusion générale va s'écrire de manière très générale pour l'instant, de la forme suivante. Donc ce système de diffusion, son but va être de modéliser l'évolution de ces fractions volumiques, donc de chacune de ces fractions volumiques UI pour I compris entre 1 et N, pour chacune des espèces, en fonction du temps et à l'intérieur du domaine oméga. D'accord ? Et de manière générale, un tel système de diffusion va s'écrire comme suit. La dérivée partielle par rapport au temps de la fraction volumique de l'espèce I, UI, moins la divergence d'un certain flux, que je note JI, donc du flux de cette espèce I, va être égal à 0 à l'intérieur du domaine oméga et à tout instant du temps. Et je suppose que mon système part d'une condition initiale au temps t égale 0 qui est donnée par une condition initiale que je note ici UI0 pour la fraction volumique de la ième espèce. Je vais supposer aussi, par souci de simplification, que sur mon domaine oméga, on impose des conditions de bord de flux nul. D'accord, sur le bord de ce domaine oméga. Et le flux JI de l'espèce ici, ça va en un instant t à un point x du domaine, JI de Tx, ça va être un vecteur de RD, donc qui représente le flux de la ième espèce chimique au point x et au temps t. Alors, la loi la plus classique maintenant, ça c'est une écriture générale pour un système de diffusion, mais bien sûr, là où toute la modélisation va se passer, c'est comment est-ce qu'on relie
ce flux JI aux fractions volumiques, UI elles-mêmes. Le modèle le plus simple consiste à considérer ce qu'on appelle une loi de Fick pour représenter cette relation entre le flux de l'espèce I et la valeur des concentrations en elles-mêmes. Et de manière générale, cette loi de Fick, elle consiste à supposer que le flux de l'espèce IJI est donné comme un coefficient DI fois le gradient de la fraction volumique de la IM espèce UI, pour un coefficient de diffusion DI qui est strictement positif et qui bien sûr dépend de l'espèce chimique considérée. Si jamais le flux est modélisé par une telle loi de Fick, alors dans ce cas-là, toutes ces équations peuvent se réécrire comme un système découplé d'équations de diffusion extrêmement classique, extrêmement standard. Mais il se trouve que d'un point de vue de modélisation, utiliser une telle loi de Fick n'est pas valide en général d'un point de vue expérimental. Et en général, pour des systèmes, donc, il ne suffit pas de représenter ces flux de l'espèce I comme dépendant uniquement du gradient de la fraction volumique de l'espèce I. Mais en général, ces flux volumiques, JI, peuvent également dépendre des gradients des autres espèces chimiques et pas uniquement de l'AIM. Et le fait que cette loi de Fick ne soit pas toujours valide effectivement se voit d'autant plus d'un point de vue expérimental que l'on considère des systèmes avec un grand nombre d'espèces. Et donc de manière plus générale, les systèmes de diffusion croisée consistent à supposer que le flux de la IM espèce chimique n'est plus uniquement proportionnel au gradient de la fraction volumique de la IM espèce chimique, mais s'écrit comme une combinaison linéaire des gradients de chaque espèce chimique, avec des coefficients, ici que je note ici AJ de U, des coefficients qui peuvent dépendre des valeurs des concentrations elles-mêmes. Donc plus précisément, pour un système de diffusion croisée général, le flux d'espèces chimiques J de Tx va s'écrire pour tout i compris entre 1 et n, comme la somme pour J égale 1 à petit n, d'un coefficient AIJ de U, où U, c'est la donnée des n fractions volumiques U1, UN, des n espèces chimiques en présence, fois le gradient de UJ, qui est la fraction volumique de la JM espèce. Et pour simplifier, je vais, dans la suite de l'exposé, je vais considérer que ces coefficients AIJ, qui vont être des fonctions définies sur R puissance n à valeur de R, sont des fonctions smooth, et ce pour tous les couples IJ, compris entre 1 et n. D'accord ? De manière condensée, cette relation qui relie la valeur du flux des différentes espèces au gradient des différentes espèces, je vais l'écrire dans la suite de l'exposé sous la forme condensée suivante. Donc petit u, comme je vous l'ai dit, c'est le vecteur qui va contenir les n fractions volumiques des n espèces chimiques en présence, donc notez ici U1, UN. Grand J, ça va être la donnée des n flux, donc J1, Jn pour les n espèces chimiques. Et cette relation 1, je vais l'écrire de manière compacte, de manière équivalente, comme J est égal à A de U fois gradient U, ou pour tout U vecteur de Rn, A de U, c'est la matrice de taille petit n par petit n, dont les coefficients sont donnés par ces fonctions AIJ de U. Et cette matrice A de U est appelée la matrice de diffusion du système. Et du coup, si je réécris le système de diffusion qu'on obtient en utilisant cette relation-ci et cette relation-ci, plus généralement, un système de diffusion croisée va s'écrire de manière générale comme suit. La dérivée partielle de U, le vecteur de chacune des fractions volumiques, moins la divergence de cette fameuse matrice de diffusion A de U fois le gradient du vecteur U est égal à 0 en tout point de l'espace et à tout instant du temps. Et on va noter U0 dans la suite, le vecteur composé de U10 ou UN0, où pour tout i, UI0 est la condition initiale pour la fraction volumique de l'espèce i.
Et comme je vous l'ai dit dans toute la suite de l'exposé, je suppose que sur le domaine oméga, on impose des conditions au bord de flux nul par souci de simplification. Pourquoi? Et donc vous voyez que ici, passer à un système, on utilise une loi de Fick simple. À un système, on considère une telle expression des flux JI. Ça aboutit au fait que cette matrice A de U, en particulier, en général, n'est pas diagonale. Et pour les systèmes de diffusion pour lesquels cette matrice de diffusion n'est pas diagonale, c'est précisément ce qu'on appelle un système de diffusion croisé. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'un point de vue modélisation de considérer plutôt des systèmes de diffusion croisés généraux plutôt qu'une loi de Fick? Il y a plusieurs raisons à ça. Une première raison, c'est la suivante, c'est qu'on peut obtenir de tels systèmes de diffusion croisés comme des limites hydrodynamiques dans des limites nombre de particules temps grand, comme des limites hydrodynamiques, des modèles microscopiques et mésoscopiques que je mentionnais précédemment. Donc typiquement, pour ce type de modèle-là, donc soit des modèles composés de particules, des chaînes de Markov, des équations différentielles stochastiques ou alors des équations cinétiques, qui sont des modèles donc à échelle plus microscopique ou plus mésoscopique de ce qui est de ces phénomènes de diffusion dont je parlais. Si vous considérez la limite hydrodynamique de ces modèles, donc à plus petite échelle, dans des limites nombre de particules grands, eh bien en général, ce que vous obtenez à la limite, ce sont des systèmes de diffusion croisés, avec des matrices de diffusion qui ne sont pas diagonales. Donc d'un point de vue modélisation, considérer des tels systèmes où les flux des espèces ne dépendent pas justement du gradient de l'espèce considérée, mais de tous les autres gradients, c'est intéressant, dans le sens où ça représente plus fidèlement ce qui se passe au niveau microscopique que juste des équations de diffusion toutes simples. Alors juste ici, je vous ai mentionné quelques références. Alors la liste est loin d'être exhaustive, de travaux où ce type de limite hydrodynamique, ce passage entre des modèles microscopiques et des modèles macroscopiques qui s'écrivent comme des systèmes de diffusion croisés sont faits dans des limites nombre de particules grands. En particulier pour des chaînes de Markov, un des premiers papiers qui abordait ce genre de questions, c'est celui de Jérôme Castel en 1991. Erigno a pas mal travaillé sur ces questions, mais il y en a bien sûr d'autres. Pour les modèles qui sont constitués d'équations différentielles stochastiques, type dynamique de Langevin, je voudrais mentionner des travaux récents de Chen, Dawes et Jungel. Et enfin, pour ce qui est du passage équation cinétique limite grand nombre de particules, c'est cette série de travaux dont je vais parler plus précisément dans la suite, s'est concentrée sur essayer d'étudier dans une certaine limite comment est-ce qu'on peut obtenir à partir d'équations cinétiques des systèmes de diffusion croisée comme modèle plus macroscopique. Je vais en parler dans la suite. Donc ici dans cet exposé, je vais vous parler d'un système de diffusion croisée particulier qui est le système de Stéphane Maxwell. Donc en particulier, ce système de Stéphane Maxwell, eh bien, il va faire intervenir une relation entre le flux de l'espèce I et le gradient des différentes fractions volumiques des espèces particulières qui va s'écrire sous une forme proche de celle-ci pour une matrice de diffusion particulière, ce que je vais vous expliquer dans la suite. Mais avant cela, je voudrais vous expliquer pourquoi, dans quel contexte est utilisé ce système de Stéphane Maxwell d'un point de vue modélisation. Donc tout d'abord, c'est un modèle qui a été proposé par Maxwell en 1866 et Stéphane en 1871, donc c'est pas tout jeune. Et il est utilisé principalement pour modéliser l'évolution d'un mélange de gaz dans un régime non dilué, faisant intervenir ici N composés chimiques différents. D'accord ? Donc ici dans la suite, comme je vous disais, U1, UN vont représenter les fractions volumiques des espèces chimiques. Donc U1, celle de l'espèce chimique 1, UN, celle de l'espèce chimique N. D'accord ? Du fait que ces fonctions U1, UN modélisent des fractions volumiques,
naturellement, d'un point de vue physique, une propriété qui est attendue pour ces fonctions. C'est naturellement, on veut que chaque fraction volumique soit une quantité positive. Donc, plus précisément, pour tout i compris entre 1 et n, on s'attend à ce que ui de tx soit positif, quel que soit l'instant temps, quel que soit l'instant temps de t, et quel que soit le point x dans le domaine oméga. Et de plus, comme ce sont des fractions volumiques, on s'attend à ce qu'elles somme à 1, et plus précisément à ce que la somme pour i égale à n de ui de tx soit égale à 1, encore une fois, quel que soit l'instant de temps, quel que soit le point de l'espace. Alors, ce modèle a connu, je dirais, un grand succès, dans le sens où en 1962, Duncan et Thor ont fait une comparaison entre des données expérimentales qui ont été faites sur un système composé d'hydrogène, d'azote et de dioxyde de carbone, et des simulations obtenues par différents types de modèles, dont le modèle de Stéphane Maxwell. Et en particulier, dans ce papier, ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont comparé les résultats donnés par un modèle de type Stéphane Maxwell, que je vais vous présenter juste après, avec les résultats donnés par un modèle où juste une loi de Fick était utilisée pour modéliser le lien entre le flux de l'espèce I et les gradients des différentes fractions volumiques. Et ils ont mis en évidence le fait que le modèle de Stéphane Maxwell permettait de représenter bien mieux les résultats expérimentaux qui avaient été observés sur ce système. Je voudrais juste aussi mentionner le fait que ce modèle de Stéphane Maxwell peut être dérivé, dans une certaine limite, pour des mélanges de gaz simples à partir de l'équation de Boltzmann. Et c'est un travail qui a été fait par Boudin, Grec et Salvarini en 2015. Donc ce modèle de Stéphane Maxwell, il peut être identifié comme un modèle macroscopique qui peut être dérivé à partir d'équations cinétiques, comme je mentionnais précédemment. Et en particulier, donc, il y a plusieurs applications de ce modèle de Stéphane Maxwell, mais une application dans laquelle ce modèle est utilisé tout particulièrement, c'est pour modéliser ce qui se passe dans les voies respiratoires de patients, pour lesquels on doit injecter typiquement de l'héliox pour favoriser la respiration. Donc c'est un modèle qui est de ce fait beaucoup utilisé, et tout particulièrement pour ses applications dans le domaine biomédical. Et donc moi je vais vous expliquer comment celui-ci s'écrit. Alors, rappelez-vous, de manière générale, un système de diffusion va s'écrire comme suit. Donc la dérivée partielle par rapport au temps de la fraction volumique de l'espèce I à l'intérieur de d'oméga, moins les divergences du flux de l'espèce I est égale à 0 au sein du domaine oméga et pour tout instant de temps. Maintenant, ce qui nous reste à expliciter, c'est la relation entre le flux de l'espèce I et le gradient des fractions volumiques des différentes espèces chimiques. D'accord ? Et ceci se fait en utilisant les deux équations qui sont écrites ici, ci-dessous. Plus précisément, pour tout i compris entre 1 et n, on a une relation qui permet de relier le gradient de la fraction volumique de l'espèce I au flux de toutes les autres espèces chimiques. D'accord ? Et cette relation s'écrit comme suit. On a que gradient UI plus la somme pour j égale 1 à n de coefficients B et J de U qui sont définis ci-dessous, j'y reviens juste après, fois le flux de la JM espèce chimique doit être égal à 0. Mais cette première relation-là n'est pas suffisante pour déterminer de manière unique les flux JJ. On a besoin de rajouter une condition supplémentaire, qui est que la somme des flux sur toutes les espèces chimiques, pour I égale 1 petit n, JI, doit être égale à 0. D'accord ? Donc ici, je vous explique juste quelle est l'expression précise des coefficients B et J de U qui interviennent ici. Pour tout I différent de J, BIJ de U, ça va être égal à moins CIJ fois UI, où CIJ, c'est un coefficient strictement positif, d'accord, et UI, c'est la fraction volumique de la IM espèce chimique.
Et les coefficients diagonaux, BI de U, sont donnés sous la forme suivante. Ils vont s'écrire comme la somme sur tous les J différents de I, de coefficients CIJ fois UJ, ou encore une fois, UJ ici c'est la fraction volumique de la JM espèce chimique. Ici, les coefficients CIJ sont des coefficients strictement positifs, et on suppose qu'ils sont symétriques par rapport aux indices I et J, au sens où CIJ doit être égal à CJI pour tous les couples d'indices I et J différents. De manière un peu condensée, dans la suite, ce système-là qui permet de relier les flux au gradient des différentes fractions volumiques, je vais le réécrire sous une forme un peu condensée ici, mais qui est strictement équivalente à cette forme ci-dessus, en utilisant la notation suivante. Je vais considérer pour toute U et V des vecteurs de Rn. Ce produit scalaire UV, ça va être juste le produit scalaire euclidien du vecteur U avec le vecteur V. Ce qui fait que cette dernière condition, qui impose que le somme de I égale à N de J égale 0, je vais la réécrire de manière équivalente sous forme condensée, comme le produit scalaire du vecteur 1 fois J doit être égal à 0, où le vecteur 1, c'est le vecteur dont toutes les composantes vont être égales à 1. D'accord. Et cette relation-là, qui relie le gradient de UI aux différents flux, je vais la réécrire sous forme matricielle entre guillemets, comme gradient U plus B de U fois J égale 0, où B de U, c'est la matrice dont les composantes sont données par les fonctions BIJ de U qui sont définies ci-dessus. D'accord. Donc là, vous voyez que dans ce système de Stéphane Maxwell, contrairement à ce que je vous expliquais précédemment, où on avait une expression, je dirais, explicite entre les flux J et le gradient des différentes fractions volumiques sous la forme de J égale A de U fois gradient U. On a ici bien une relation entre J, les flux, et les gradients des fractions volumiques, mais cette relation est implicite au sens où on n'a pas directement l'expression de J sous la forme d'une certaine matrice fois le gradient de U. D'accord ? Mais cependant, il se trouve que cette relation, ces deux dernières équations, permettent bien de définir pour une valeur de U donnée et un ensemble de gradients de concentration donnés, cette relation permet bien de définir J solution de ces deux équations de manière unique. C'est ce que je vais vous expliquer dans la suite. Donc, juste pour, avant d'aller plus loin, je voudrais mentionner que ce système de Stéphane Maxwell a été étudié d'un point de vue mathématique par beaucoup de personnes. Par beaucoup de personnes. Je cite ici les principaux travaux qui ont concerné ce système. La liste n'est pas exhaustive non plus. Donc, d'un point de vue mathématique, à ma connaissance, la première référence qui a étudié ce système, c'est un travail de Giovanni Gigli. Il y a eu ensuite des contributions de Bode, de Boutin-Grec, Salvarini, et récemment, Jungel et Stelzer ont également proposé des outils mathématiques pour analyser ce système au niveau continu. Et je vais plus particulièrement parler de certains résultats qui ont été prouvés dans ce dernier papier. Alors, donc pour ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi ces deux relations-là permettent de définir l'ensemble des flux J de manière unique pour un ensemble de fractions volumiques U et pour un ensemble de gradients de fractions volumiques gradient U. Pour cela, je vais devoir introduire quelques notations. Je vais introduire deux ensembles qui vont jouer un rôle important dans la suite. Donc, je vais d'abord introduire cet ensemble A, ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Cet ensemble A, c'est l'ensemble des vecteurs de Rn à coefficient positif, dont la somme des composantes est égale à 1. D'accord? Donc, typiquement, pour toute valeur du temps et pour tout point de l'espace, comme d'un point de vue physique, les fonctions UI solutions du système de Stéphane Maxwell sont des fractions volumiques, on s'attend à ce que le vecteur des concentrations, ici, le vecteur composé des fractions volumiques U1, UN, en tout instant de temps et en tout point de l'espace, on s'attend à ce que physiquement, il appartienne à cet ensemble A. D'accord ? Alors de plus, je vais noter V dans la suite, l'ensemble des vecteurs V de taille petit n. Donc
eux pas forcément à coefficient positif, mais dont la somme des composantes vaut 0. D'accord? Et dans ce cas-là, une propriété de cette fameuse matrice B de U, introduite ici, c'est la suivante. Et c'est une propriété qui a été prouvée donc, par Jungel et Stelzer dans leur article de 2013. Et elle dit la chose suivante. Si vous considérez U un vecteur de Rn qui appartient à cet ensemble A et dont de plus toutes les composantes sont strictement positives, dans ce cas-là, vous pouvez identifier exactement l'image de la matrice B de U et le noyau de la matrice B de U. Donc l'image de la matrice B de U, c'est égal à V, et le noyau de la matrice B de U, c'est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur U lui-même. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Si vous prenez un tel vecteur U de taille n, dans cet ensemble A et à coefficient strictement positif, alors cela implique que quel que soit le vecteur Z dans l'ensemble V, donc je vous rappelle que V c'est l'ensemble des vecteurs dont la somme des composantes vaut 0, et pour tout vecteur Y de taille Rn, tel que le produit scalaire euclidien de Y et de U est différent de 0, alors il existe une unique solution X dans Rn au système B de Ux égale Z, où on demande en plus que le vecteur X satisfasse la condition que le produit scalaire de X avec le vecteur Y est égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est une conséquence très facile de ces deux égalités que je viens de vous mentionner. Et dans le cas du système de Stéphane Maxwell, cela a la conséquence suivante, que si le vecteur des fractions volumiques U à un instant du temps t et un point x du domaine spatial oméga appartient à cet ensemble, donc à coefficient strictement positif, et appartient à cet ensemble A, ici, alors, et que cette relation est bien vérifiée en tout instant du temps et pour tout point de l'espace petit x, alors nécessairement, le gradient de ce vecteur U en tout temps et en tout point de l'espace va être un élément de V puissance D. D'accord? Cela vient tout simplement du fait que si vous avez que la somme pour i égale 1 des UI vaut 1 presque partout, pour presque tout instant de temps et pour presque tout point de l'espace, bah, ça vous implique naturellement que la somme pour i égale à n du gradient de UI va être égale à 0 presque partout également. D'accord? Et donc cette relation-là vous implique bien que gradient U est bien dans l'espace V puissance D. De plus, ben, comme cette relation-là s'écrit de manière équivalente comme le produit scalaire du vecteur dont toutes les composantes sont égales à 1 contre U, et cette quantité-là est égale à 1 qui est non nulle. D'accord? Donc ce vecteur 1 joue le rôle du vecteur Y que je vous ai introduit, là précédemment. Et donc ces différentes propriétés de la matrice B de U impliquent donc que si il existe une solution du système de Stéphane Maxwell tel que le vecteur des fractions volumiques U de Tx est bien dans cet ensemble R plus étoile puissance n inter A à tout instant du temps t et pour tous les points x dans le domaine spatial, alors il existe bien, pour tout t et x, une unique solution, un unique flux J de Tx, qui est du coup un élément de R puissance n croix D, qui vérifie les équations du système de Stéphane Maxwell. D'accord. Donc J est bien déterminé de manière unique à la condition qu'on connaisse le vecteur des fractions volumiques. Et donc, et en particulier, il existe bien une fonction à valeur matricielle, grand A, qui est définie au moins sur cet ensemble, R plus étoile puissance n inter A calligraphié, à valeur dans les matrices de taille petit n, telle que J est égal à A de U fois gradient U. Donc ce système de Stéphane Maxwell est bien un système de diffusion croisée, au moins si on suppose formellement que les différentes fractions volumiques sont toutes strictement positives et vérifient bien et appartiennent bien à cet espace-là.
Donc c'est juste pour vous donner une explication de pourquoi ces deux relations permettent a priori, au moins formellement, de définir de manière unique le flux J qui intervient dans l'équation de diffusion du dessus, à partir des fractions volumiques. Donc ça, ce raisonnement-là, c'est un raisonnement très formel. Donc juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que ce système a une chance d'avoir une solution, d'accord? Et vous voyez ici que la grosse hypothèse qui est faite, c'est de supposer que les fractions volumiques sont strictement positives et appartiennent bien à cet ensemble A. Maintenant, prouver rigoureusement qu'il existe bien une solution à ce système de Stéphane Maxwell, donc rendre rigoureux tous ces arguments formels que je viens de vous expliquer, ben, c'est pas complètement évident, et c'est un travail qui a été fait par, dans ces différentes contributions. Je voudrais juste vous mentionner ici le résultat qui a été obtenu dans le papier de Jungel et Stelzer, qui permettent d'identifier rigoureusement dans quel sens est-ce qu'on peut dire qu'il existe une solution faible à ce système de Stéphane Maxwell. Donc ici, je vais introduire grand T strictement positif, ça va être un temps final, et je vais noter QT, ça va être le produit cartésien de l'intervalle 0T avec le domaine spatial grand oméga. D'accord. Une bonne notion de solution faible pour ce système de Stéphane Maxwell, qui est celle que je vais considérer dans la suite de l'exposé, c'est la suivante. On dit qu'une solution UJ, donc c'est un paire de fonctions, une paire de fonctions U qui vont représenter donc les fractions volumiques et J, les flux des différentes espèces chimiques. On dit qu'un tel couple est une solution faible du système de Stéphane Maxwell, associé à un profil de fraction volumique initiale que je vais noter U0, que je vais supposer être une fonction dans L infini de oméga à valeur dans mon ensemble A, et avec des conditions bord de flux nuls. On dit qu'un tel couple est une solution faible du système Maxwell, si et seulement si U est une fonction de L infini de Qt à valeur dans cet ensemble A, inter L2D0T à valeur dans H1 de oméga puissance n, tel que le gradient de racine de U est une fonction de L2, L2 de Qt, donc L2 de 0T croix oméga, tel que J est également une fonction de L2 de Qt, à valeur cette fois-ci dans cet ensemble V puissance D que je vous introduisais précédemment, qui vont satisfaire la condition que cette fameuse matrice B de U fois grand J plus gradient U est égal à 0 presque partout en temps et en espace, donc Qt. Et de plus, pour toute fonction test phi qui va être en fait un vecteur de fonction test dont les composantes vont être notées phi i pour petit i compris entre 1 et un grand n, appartenant à l'ensemble des fonctions C infini à support compact dans 0t croix oméga bar, 0 fermé t ouvert, puissance n, on a cette formulation variationnelle associée, donc qui est une formulation variationnelle très classique, associée à la première équation ici, dtu moins divergence de j égale 0. D'accord. Et donc le théorème, donc Jungel et Stelzer, dans leur papier, ont prouvé qu'il existe bien au moins une solution faible du problème de Stéphane Maxwell au sens de cette définition de solution faible. L'ingrédient principal pour montrer ce résultat, c'est d'utiliser la structure anthropique de ce système de Stéphane Maxwell. Cette structure anthropique, elle s'écrit comme suit. Elle consiste à remarquer qu'une certaine fonctionnelle d'entropie est en fait une fonction de Lyapunov pour ce système de Stéphane Maxwell. D'accord ? Dans le cas du système de Stéphane Maxwell, cette fonctionnelle d'entropie va s'écrire comme E de U, comme l'intégrale sur oméga de H de U. D'accord ? Où H de U, ça va être une entropie logarithmique qui est définie comme la somme pour i égale à 1 petit n de 8 log de UI. D'accord ? Plus précisément,
dans le papier de Jungel et Stelzer, ce que les auteurs ont prouvé, c'est que si on note C star, la valeur minimum des différents coefficients CIJ qui interviennent dans la matrice que je vous ai introduite précédemment, si on note C bar IJ, la différence entre CIJ et ce coefficient C étoile, et C bar le maximum de ces valeurs C bar IJ, alors on peut effectivement montrer que cette fonctionnelle d'entropie E de U est bien une fonction de Lyapunov pour le système. Et même on a l'inégalité suivante, plus précisément, qui est que la dérivée par rapport au temps de cette fonctionnelle d'entropie est plus petite que moins 1/2 de alpha fois la somme pour égal à 1 petit n de l'intégrale sur oméga de la norme au carré du gradient de racine de UI moins 1/2 de C star fois l'intégrale sur oméga du module au carré du flux J. Et que cette quantité, comme vous voyez, c'est une quantité négative, où alpha est un coefficient positif qui est défini à partir de C star et de C bar. D'accord? Donc vous voyez à partir que cette inégalité d'entropie, ici, elle permet en pratique d'obtenir des bornes sur l'intégrale sur le domaine QT du gradient des racines de UI et sur la norme L2 du flux J, ce qui explique pourquoi les espaces que vous voyez apparaître ici. D'accord ? Et donc notre travail avec Clément et Laurent a été de proposer un schéma de volume fini pour approcher une solution de ce système de Stéphane Maxwell et qui préserve les différentes propriétés mathématiques du modèle. Donc la première propriété que l'on souhaite qu'il faut préserver, c'est le fait que ces fractions volumiques doivent rester des quantités non négatives. Il faut aussi, ce que l'on souhaite également préserver au niveau discret, c'est le fait que la masse de chaque espèce chimique va être conservée par ce système. Plus précisément au niveau continu, on a que l'intégrale sur oméga de UI en chaque instant de temps est égale à l'intégrale sur oméga de UI0, où UI0 est la condition initiale du système de Stéphane Maxwell. On va chercher à préserver la contrainte qui consiste à supposer que somme pour I égale à 1 petit n de UI égale 1 presque partout. Et on souhaite de plus préserver au niveau discret une inégalité d'entropie très proche de celle qui existe au niveau continu pour le modèle de Stéphane Maxwell continu. Donc, il existait bien sûr d'autres travaux précédents avant notre travail, en particulier sur les systèmes de diffusion croisée en général, proposer des méthodes numériques qui permettent de préserver différentes propriétés mathématiques de ces systèmes de diffusion croisée, à savoir la positivité des solutions et la structure anthropique lorsque ces systèmes de diffusion croisée en ont une. C'est un sujet de recherche qui est très actif, donc j'ai mis ici une liste loin d'être exhaustive de différentes personnes qui travaillent sur ce thème. Et dans le cas du système de Stéphane Maxwell, je voudrais mentionner 2 travaux. Un premier travail fait par Boudin-Grec et Salvarini, où les auteurs proposaient un schéma numérique pour le système de Stéphane Maxwell dans le cas où il y avait 3 espèces et en dimension 1. Et un travail récent de Jungel et Leingang, où les auteurs proposent une méthode basée sur des éléments finis pour ce système. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est un schéma de type volume fini, basé sur une approximation du flux à 2 points, qui est inspiré d'idées d'un travail récent de Clément Cancès et Benoît Godel, où les auteurs considéraient un système de diffusion croisée plus simple que le système de Stéphane Maxwell. Alors, j'ai tout d'abord une remarque préliminaire qui est au cœur du schéma que je vais vous présenter dans la suite. Cette matrice B de U, donc qui est la matrice qui intervient dans le système de Stéphane Maxwell, pour tout vecteur U de taille Rn à coefficient positif, on peut le réécrire sous la forme suivante. Ce coefficient C star, qui, je vous le rappelle, est le minimum des coefficients CIJ, qui interviennent dans la matrice B de U. On peut l'écrire donc comme C star, fois le produit scalaire du vecteur 1 par U fois la matrice identité, plus C star fois une matrice C de U, que je définis ci-dessous, plus une matrice B bar de U, où B bar de U a la même expression que la matrice B de U, à ceci près qu'on a remplacé les coefficients CIJ par ces coefficients C bar IJ. Et je vous rappelle, C bar IJ, c'est égal au coefficient CIJ moins ce C star. D'accord ? Et donc cette matrice C de U, c'est une matrice telle que, pour tout IJ compris entre 1 et n, CIJ de U
c'est égal à UI. D'accord? Donc, sur chaque ligne, vous avez un unique coefficient qui apparaît et c'est UI. Et donc, vous voyez, à partir ça, on le voit juste d'un point de vue algébrique, c'est pas très compliqué à observer. Et en particulier, une conséquence est que si U est un vecteur à coefficient positif dont la somme des composantes vaut 1, ben dans ce cas-là, le produit scalaire du vecteur 1 par U, ben ça vaut 1. Et la matrice B de U est égale à C star fois l'identité, plus C star fois C de U, plus cette matrice B bar de U. De plus, si J est un élément de V, donc un vecteur de taille n dont la somme des composantes vaut 0, de par la définition de cette matrice C de U, ben on a que C de U fois J est égal à 0. Si bien que si J est un vecteur qui appartient à cet ensemble V, B de U fois J, et si U est un vecteur qui appartient à cet ensemble A, B de U fois J est égal à C star J, plus B bar de U fois J. Et c'est cette remarque-là qui est au cœur de la méthode numérique que je vais vous présenter. D'accord? Donc, je vais y revenir après. Donc, pour vous présenter la méthode numérique, j'ai besoin de vous introduire les différentes discrétisations dont on va avoir besoin pour définir le schéma. D'accord? Donc, je vais d'abord vous introduire la discrétisation spatiale. D'accord? Donc, on va supposer que le domaine oméga est un domaine polyédrique convexe. Et mon maillage va être défini par T, un ensemble de cellules, E, un ensemble de faces ou de côtés en dimension 2, et XK, un ensemble de points qui vont être indexés par K, chacune des cellules du maillage, et que je vais appeler dans la suite les centres des cellules. D'accord? Un maillage admissible, donc on va avoir besoin de faire des hypothèses sur le maillage spatial qu'on utilise pour le domaine oméga. Et un maillage admissible va être donné comme un triplet T, E, XK, où T c'est l'ensemble des cellules, E l'ensemble des faces, et XK l'ensemble des centres des cellules, de telle sorte que les conditions suivantes sont vérifiées. Donc les deux premières conditions sont très standards. On demande que chaque cellule K appartenant à T, l'ensemble de cellules, soit un ensemble non vide, ouvert, polyédral et convexe, tel que pour tout K et L dans T différents, l'intersection entre K et L soit un ensemble vide. Et on demande également que la réunion de l'adhérence de toutes les cellules recouvre l'adhérence du domaine oméga. La deuxième condition est une condition sur les faces, qui est aussi une condition très standard. On suppose que chaque face sigma appartenant à E, donc cet ensemble de faces, doit être un ensemble fermé et contenu dans un hyperplan de R puissance D, de telle sorte que la mesure de Hausdorff D-1 dimensionnelle de sigma soit une quantité strictement positive. Et dans la suite, je vais la noter M sigma. D'accord ? On va supposer que pour toute cellule K du maillage, il existe un sous-ensemble que je vais noter EK de face, tel que la réunion de l'ensemble des sigma pour toutes les faces appartenant à cet ensemble K soit exactement égale à la frontière de la cellule K. D'accord ? Donc rappelez-vous cette notation. EK va définir l'ensemble des faces qui appartiennent à la frontière de la cellule K. De plus, on demande que l'ensemble des faces du maillage soit donné comme la réunion sur toutes les cellules de tous ces ensembles EK. D'accord ? De plus, si K et L sont deux cellules différentes du maillage, alors l'intersection des adhérences de K bar et de L bar va forcément être soit égale à une unique face, sigma dans cet ensemble de faces. Et dans ce cas-là, on va noter dans la suite cette interface située entre la cellule K et les cellules L, je vais la noter KL comme ceci. D'accord ? Donc vous voyez ici sur l'image ci-dessous, la cellule K, c'est celle qui est représentée en jaune, la cellule L, c'est celle qui est ci-dessous, et sigma, ici, qui est notée comme KL, donc c'est la frontière entre la cellule K et les cellules L. Donc soit l'intersection de ces deux adhérences est réduite à une seule face, soit sa dimension de Hausdorff D-1 dimensionnelle est égale à 0. Donc ces deux conditions sont assez standards. La troisième condition, elle est un peu moins. Et elle consiste à faire l'hypothèse suivante sur les points XK, qui sont les centres des cellules. D'accord ? On fait l'hypothèse suivante. Donc XK, ça va être une famille de points indexés par K, l'ensemble des cellules du maillage. D'accord ? Et on suppose que pour tout K, cellule du maillage tenté, XK va appartenir à la cellule grand K. Et de plus,
Ces K et L sont deux cellules du maillage qui partagent une face sigma. Donc, rappelez-vous, la face sigma qui se trouve à la frontière entre la cellule K et la cellule L, elle est notée comme ceci, KL. Alors, on suppose que la différence entre XK, le centre de la cellule K, et XL, le centre de la cellule L, ça doit être un vecteur qui doit être orthogonal à la face qui sépare ces deux cellules. D'accord ? Les maillages qui vérifient ces trois conditions, et en particulier cette condition-là, qui s'appelle la condition d'orthogonalité, sont appelés des maillages orthogonaux. Et je voudrais mentionner ce travail de Balaven, Bénis, Boissonna et Vinec, où les auteurs proposent des méthodes pour construire des maillages qui respectent certaines propriétés, et en particulier cette troisième propriété, cette condition d'orthogonalité, pour des domaines oméga relativement généraux. J'ai besoin également de vous introduire la discrétisation en temps du schéma. Donc pour ça, j'introduis un pas de temps delta t strictement positif. Pour tout P entier, je vais noter Tp, la quantité P fois delta t, d'accord. Et grand Pt va être un entier tel que l'instant de temps Tpt discrétisé fois delta t est égal à grand T, d'accord. Donc la méthode numérique que nous proposons, ça va être un schéma itératif dont le but va être le suivant. Pour tout entier P dans grand N étoiles, on va chercher à calculer un vecteur UP, qui va être une quantité discrétisée, donc qui va être un vecteur que je note ici en gras, qui va être indexé par I, le nombre d'espèces chimiques. Donc pour tout I, je vais avoir une quantité discrète UIP, d'accord. Et pour chaque I, UIP va être un vecteur dans R puissance le nombre de cellules du maillage, d'accord. Et on va chercher à calculer de telles quantités UIP. Donc UIP pour tout I va donc être donné par des coefficients UIKP, donc, où K désigne une cellule du maillage T. Et chacune de ces valeurs UIKP va avoir pour but d'être une approximation de la fraction volumique de l'espèce chimique I à l'instant discrétisé TP et au sein de la cellule grand K du maillage. D'accord. Et le but de la méthode numérique va être de calculer un tel vecteur UP de manière itérative en fonction de la valeur de ce vecteur à l'instant discrétisé précédent, à savoir UP-1. Dans la suite, je vais supposer que ma condition initiale a été discrétisée d'une certaine manière, de telle sorte que je pars d'une condition initiale U0, qui est donnée comme un vecteur UI0 pour i compris entre 1 et petit n, et où pour tout petit i, UI0 est un vecteur de grand R puissance t. Donc UI0 va contenir une valeur par cellule, qui est une approximation au sein de la cellule de la densité de la fraction volumique initiale associée à l'espèce I. Pour vous introduire le schéma numérique, j'ai besoin de vous introduire quelques notations. Tout d'abord, pour toute cellule grand K du maillage, MK va désigner la mesure de Lebesgue de la cellule K. D'accord. Pour toute face du maillage dans E, M sigma, comme je vous le disais, va désigner la mesure de Hausdorff T-1 dimensionnelle de la face. Okay. Et D sigma va représenter la distance entre le centre de la cellule K et le centre de la cellule L, si sigma est la face frontière entre la cellule K et la cellule L. Donc plus précisément, si sigma est une face qui se trouve à l'intérieur du domaine oméga. Et si sigma est une face qui se trouve sur la frontière du domaine oméga, dans ce cas-là, d sigma est égal à la distance entre le centre de la cellule K et la face sigma. D'accord. Et enfin, je vais introduire une dernière notation ici, qui est cette quantité tau sigma, qui va être le rapport entre m sigma, la mesure de Hausdorff D-1 dimensionnelle de la face, divisé par d sigma, qui, je le rappelle, dans le cas où sigma est une face intérieure du maillage, et la distance entre les centres des cellules qui partagent cette face, XK et XL. J'ai besoin encore d'introduire quelques notations avant de vous expliquer le schéma. Pour tout
vecteurs V. Donc, ils vont être des vecteurs contenant des quantités indexées par chacune des cellules. Donc, V est un vecteur de taille RT et sa composante associée à la cellule K du maillage de l'anone petit vk. Pour tout vecteur de ce type-là, j'ai noté vk sigma, la valeur miroir de la valeur de V au sein de la cellule K à travers la phase sigma. Donc plus précisément, pour toute cellule K dans le maillage et pour toute phase sigma appartenant à la frontière de cette cellule K, on note Vk sigma qui est égal à Vl si sigma est une face partagée par la cellule K et la cellule L. Et ça va être égal à Vk si sigma est une face appartenant à la frontière du domaine oméga, à savoir s'il se trouve à la frontière du domaine oméga, domaine oméga. Donc cette valeur Vk sigma, c'est la valeur miroir de Vk à travers la face sigma, qui est une face, encore une fois, qui appartient à la frontière de la cellule K. Le saut orienté de V à travers sigma, qui est noté comme dk sigma V, va être défini comme la différence entre Vk sigma, cette valeur miroir, et Vk. D'accord. Et enfin, je vais introduire une dernière quantité. Je vais noter V sigma log. Donc c'est une quantité qui est indexée par les faces du maillage sigma. Et cette quantité V sigma log va être la moyenne logarithmique entre Vk et sa valeur miroir à travers l'interface sigma qui est notée Vk sigma. D'accord. Plus précisément, pour tout sigma appartenant, pour toutes les faces du maillage sigma, V sigma log va être défini comme 0 si le minimum de Vk et de Vk sigma est négatif. Ça va être égal à Vk si Vk est égal à Vk sigma et si ces quantités sont toutes les deux positives ou nulles. Et sinon, ça va être égal à Vk moins Vk sigma divisé par le log de Vk moins le log de Vk sigma, autrement. D'accord? Donc le fait, cette moyenne logarithmique joue un rôle essentiel dans le schéma numérique que je vais vous introduire juste après. Donc comme je vous ai dit, le schéma numérique va consister pour chaque instant de temps discrétisé, donc pour chaque valeur de P, à calculer des valeurs approchées des fractions volumiques à l'intérieur de chaque cellule à l'instant discrétisé TP, en fonction de valeurs de ces fractions volumiques discrétisées à l'instant de temps précédent, UIKP-1. La manière dont UIKP va être calculée en fonction des UIKP-1 va être obtenue en résolvant le système non linéaire suivant. Donc, cette première relation 4 va faire intervenir des flux discrétisés, JK sigma P, que je vais définir ci-dessous, d'accord, via cette relation 4 qui, elle, est une version discrétisée de la relation DTUI plus div de J égale 0 au niveau continu. Et maintenant, ces flux discrétisés, qui sont des flux implicites, donc qui vont dépendre de l'instant de temps P, ils sont définis comme suit. Donc JK sigma P, ça va être le vecteur qui va contenir JIK sigma P, ou pour tout i compris entre 1 et n, où JIK sigma P, ce sont des flux associés à une face du maillage qui appartient à la frontière de la cellule K, d'accord, pour la IM espèce. Et ce vecteur JK sigma P va être solution de ces trois équations ci-dessous, 5, 6, 7. Tout d'abord, si sigma est une face extérieure, appartient à la frontière du domaine oméga, on impose que GK sigma P est égal à 0, et qu'on revient à discrétiser les conditions au bord de flux nuls au sein du domaine. Maintenant, si sigma est une face intérieure au domaine, on va imposer que ce vecteur de flux discrétisé est solution de ce système-là, où vous voyez ici ce système 5, c'est une version discrétisée de cette relation-là, ici au niveau continu, ici B de UJ plus gradient de U égale 0, où on a de plus utilisé le fait que B de U fois J était égal à C star J plus B bar de U fois J, qui était la relation que je vous ai introduite précédemment.
Et vous voyez que ici, cette relation 5, c'est une version discrétisée de la relation entre le gradient de U discrétisé qui est donné par ces quantités dk sigma 8p et les flux discrétisés qui sont donnés par ces JIK sigma p. Ici, j'attire votre attention sur le fait que cette matrice B bar et J, donc qui est la matrice qui vient du système de Stéphane Maxwell, ici est évaluée en les moyennes logarithmiques des fractions volumiques définies sur les faces sigma. Donc il fait intervenir cette fameuse moyenne logarithmique que je vous ai introduite précédemment. Et c'est le fait que ici on évalue ces matrices B bar et J en ces moyennes logarithmiques qui fait que le schéma numérique a de très bonnes propriétés que je vais vous détailler ci-après. Donc tout ça fait que vous avez un système non linéaire qui couple, dont les inconnus sont les UIKP et les JK sigma p, donc les valeurs des fractions volumiques à l'instant TP et les valeurs discrétisées et les valeurs des flux discrétisés à l'instant TP. Et en pratique, ce schéma est résolu par un algorithme de Newton. Donc juste pour vous dire les propriétés mathématiques de ce schéma, donc elles sont très sympathiques dans le sens où elles permettent de préserver toutes les propriétés mathématiques que je vous ai introduites précédemment. À savoir qu'on peut prouver qu'à chaque itération de l'algorithme, on peut bien trouver des valeurs de fractions volumiques qui sont bien non négatives et qui somment bien à 1, qui préservent bien la masse de chacune des espèces chimiques, et de plus qui préservent bien au niveau discret une inégalité d'entropie très très similaire à celle que vous avez au niveau continu pour le système de Stéphane Maxwell comme je vous ai présenté précédemment. Et toutes ces différentes propriétés du schéma permettent en particulier de pouvoir prouver que ce schéma est bien convergent. Vers une solution faible du système de Stéphane Maxwell lorsqu'on fait tendre les paramètres de discrétisation en espace et en temps vers 0. Donc plus précisément, si jamais on considère une suite de maillage admissible, que je vais noter ici TM, EM et XKM, d'accord, telle que la taille maximale du diamètre de chacune des cellules tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini, et sous la condition que cette quantité ici reste une bornée qui reste strictement positive indépendamment de m, et si delta Tm est une suite de pas de temps qui tend vers 0, alors, à partir de ces différentes quantités discrétisées, on peut construire des fonctions qui vont être des fonctions constantes par morceau, en temps et en espace, qui convergent bien, faiblement, vers une solution faible du problème de Stéphane Maxwell, au sens de ces convergences-ci. D'accord ? Donc là, je suis passée vite sur la manière dont on reconstruit ces différentes fonctions qui sont constantes par morceau. Mais le fait est que on peut prouver que ce schéma est donc bien convergent en ce sens-ci, en utilisant ce schéma numérique que je vous ai introduit précédemment. Donc juste vous montrer très rapidement quelques résultats numériques obtenus avec ce schéma. Donc ici, c'est un petit cas en dimension 1 où on a 3 espèces chimiques et où vous voyez ici les profils de concentration initiale des différentes espèces utilisées. Donc vous voyez typiquement ici, nous avons utilisé des valeurs de coefficients de cross-diffusion, les CIJ, qui sont très différents, dans le sens où l'espèce 2 va avoir tendance à diffuser très facilement avec les espèces 1 et 3, dans ce cas-là, alors que les espèces 1 et 3 vont avoir tendance à diffuser assez difficilement entre elles. Donc là, vous voyez que ça a en particulier une influence sur la manière dont les concentrations vont tendre vers une constante en temps long, à l'équilibre. J'avais juste aussi un petit cas test en 2 dimensions à vous montrer pour montrer que ça s'implémente aussi bien en dimension supérieure. Mais bon, là, étant donné le temps, je vais m'arrêter ici. Et je vous remercie de votre attention. Et si jamais vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Super, merci beaucoup Virginie. C'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Vous levez la main, s'il vous plaît.
Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Je vais en poser une. Le système d'inversion là, pour obtenir les flux à partir des gradients de U, Oui. je n'ai pas très bien compris en quoi c'était naturel et d'où venait l'idée au niveau du modèle continu pour Ah, avoir ce… j'ai pas du tout. Alors, j'ai pas du tout précisé d'où venait cette forme particulière C'est d'un point ça, de vue oui. modélisation. Ce que j'ai Oui, expliqué, c'est pourquoi est-ce que mathématiquement, ça permet de définir de manière oui, unique c'est les ça. flux en fonction de Oui, gradient U et de U. Mais absolument. effectivement. Donc ça, donc j'ai pas expliqué de manière d'où venait cette forme précise du système de Stéphane Maxwell. Mais tu peux la voir de différentes manières. Déjà, tu peux voir que Ça, c'est assez normal. Oui, ouais. ça, Donc c'est assez… Oui, déjà cette condition-là, effectivement, c'est une condition qui te dit que la somme des flux sur toutes les espèces chimiques doit être égale à 0, donc tu dois avoir à quelque part une préservation du volume. observation. Oui, oui. Bon, voilà, cette condition-là, c'est ce qu'elle dit. Et cette condition-là, c'est une condition que tu peux voir de différentes manières. Une des manières de les voir, c'est effectivement de partir de l'équation de Boltzmann telle que l'on fait Boudin-Grec et Salvarini et de regarder une certaine limite, donc ce qu'ils ont fait dans le cas de mélange simple, Mhm. de ces équations de Boltzmann. Et à la limite, c'est cette relation-là que tu obtiens entre les flux et le gradient des différentes espèces chimiques. Faisons intervenir des coefficients de diffusion qui, bien sûr, dépendent des espèces que tu as. D'accord, ok. Ok, comme limite, c'est beaucoup plus compréhensible. Et voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors là, il y a des questions. Benoît? Oui, je me demandais pourquoi se restreindre à ce système, ben, juste ensuite que tu es encore là, l'écran 2, pourquoi pas prendre le système général que tu écrivais au début avec la matrice AIJ générale et simplement supposer qu'elle a une structure qui fait qu'il y a une entropie Oui. qui pourrait être log U ou n'importe Ah, quoi, ou un même carré. oui. Je suis d'accord avec toi que ce type d'idée, je pense, pourrait se généraliser à des systèmes plus généraux. Alors, le point que je voudrais faire que je voudrais mentionner, c'est que, alors, ce type de schéma, il a été aussi inspiré par un travail récent, donc comme je disais, de Clément Cancès et Benoît Godel, qui était un autre système de cross-diffusion plus simple que le système de Stéphane Maxwell. Mais entre guillemets, la propriété un peu commune qu'il y a dans ces deux schémas, c'est que quand ici, autant dans ce système de Stéphane Maxwell que dans l'autre système, qui fait intervenir des coefficients CIJ, si tous ces coefficients de cross-diffusion sont identiques, tes deux systèmes, c'est Stéphane Maxwell et l'autre système dont je parle, peuvent se découpler et s'écrivent comme des systèmes de diffusion tous découplés. Et l'idée du schéma, c'est de voir ce type de système comme une perturbation de ce système découplé qui fait intervenir, donc là du coup, c'est ce coefficient C star, et où tu vois apparaître donc cette matrice B bar qui joue le rôle de perturbation entre le système découplé et le vrai système, entre guillemets. Donc quelque part, notre analyse, elle repose assez fortement sur le fait que tu as une structure un peu comme ça, où tu puisses voir ton système comme une sorte de perturbation d'un système découplé qui préserve une bonne structure d'entropie. Cela dit, à mon avis, je suis d'accord avec toi que quitte à faire des hypothèses un peu de ce type-là sur cette matrice de diffusion, et, pardon, si tu as une entropie logarithmique, le fait d'utiliser la moyenne logarithmique, etc., ça devrait faire en sorte que tu devrais obtenir le même type de propriété. Pour un système très très général, dans le cas où ton H de U s'écrit sous forme séparée en fonction des différentes espèces, ça devrait être aussi adaptable, mais pour des fonctionnels d'entropie plus compliqués qui mélangent un peu plus les espèces, ça peut être un peu plus délicat. Ok, merci. Laurent?
Oui, bonjour Virginie, merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une petite question concernant le C étoile que tu définis. Tu écris qu'il est strictement positif et ça, il me semble que par rapport à des jeux de données initiales, tu peux pas forcément, tu peux pas forcément garantir cette hypothèse, non? Ah, Ouais, il est forcément strictement positif, ou tu le ah, choisis, tu fais en sorte que. alors, dans le cas du système de Stéphane Maxwell, si les coefficients ne sont pas strictement positifs, là, Ah oui, c'est les tu coefficients de as un diffusion, nombre oui, fini pardon. d'espèces. C'est T'as un les nom- coefficients de diffusion. Ok, oui, 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 pardon. c'est les coefficients de diffusion. Et Oui, tu as oui, un ok. nombre fini d'espèces. Donc, du coup, si tu supposes qu'ils sont tous strictement positifs, et Bien sûr, oui. Oui, pardon, je suis toujours troublé par le fait que les C sont des concentrations et pas des coefficients. oui, pardon, C'est de ma faute, oui, oui. bon, c'est Euh, peut-être aussi la mienne, j'aurais pas dû les appeler C. Désolée. et donc j'avais une autre question, Yvon, si ça pose pas de problème. Oui, une dernière, oui. Donc dans ce système 2 que tu as écrit, donc tu as une relation de fermeture. Tu étais au bon slide, c'était le 11, je crois. Hein, 11, euh, pardon, excuse-moi. Tac. Voilà. voilà. Tu as une relation de fermeture sur les flux. Est-ce que le schéma que tu as écrit marche si tu modifies ta relation de fermeture? Alors, donc je peux alors, il marche dans le cas où tu as une autre. Alors, ça dépend ce que tu appelles par relation de fermeture. Alors, si tu as une autre relation qui relie J à gradient de U, donc alors Clément Cancès et Benoît Godel ont considéré, donc c'est pour une relation un peu particulière, qui a un peu la même, qui a une structure plus simple que le système de Stéphane Maxwell, mais qui est quand même assez proche. Ces idées s'appliquent aussi. Alors après, tout dépend de ce que tu appelles une autre relation de fermeture. Alors typiquement, hein, ce qu'on voit dans la littérature, c'est des trucs du genre, au lieu d'avoir la somme des flux, c'est une combinaison linéaire des flux qui est égale à zéro. Et j'imagine que ça marche, mais Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Ok. C'est une bonne question. Là, comme ça, j'aurais tendance à te dire qu'il faudrait modifier le schéma. Peut-être qu'il peut être donc dans le sens où c'est cette deuxième relation typiquement que tu changerais, c'est ça? oui, c'est ça, exactement. Ouais, Ouais. pardon, d'accord, j'ai compris. Ben, je pense qu'il faudrait modifier le schéma. Je vais te dire pourquoi. C'est que tel quel, dans la manière dont on définit le schéma, ici, on n'impose pas que les flux sont à somme nulle. Mais naturellement, ce que tu peux prouver, c'est que si tu as des concentrations des flux qui sont solutions de ce système non linéaire, alors nécessairement, les flux ne peuvent être qu'à somme nulle et du coup sont définis de manière unique en fonction des concentrations. D'accord. Ok. Donc, si tu as une autre relation de fermeture, il faut modifier le schéma. Peut-être que ça peut être modifiable naturellement. Je t'avoue, je me suis pas posé la question. Mais en tout cas, tel quel, naturellement, tu as cette condition que la somme des flux est nulle qui sort de la manière dont le schéma est écrit. Faudrait réfléchir. Ok. Bon, merci beaucoup, Virginie. Très bien. Donc, on va clore là cette session. Merci beaucoup Virginie à nouveau et donc à la semaine prochaine pour le prochain